Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va plonger dans les archives les plus sombres de l'histoire américaine. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier qui fait froid dans le dos et je pèse mes mots. Thomas, on va parler d'un truc qui ressemble à un scénario de film d'espionnage bas de gamme, sauf que c'est totalement réel. Salut Sarah. Oui, c'est exactement ça. On va parler de l'opération Northwoods. Et je te préviens tout de suite, ainsi que nos auditeurs, ce qu'on va raconter aujourd'hui n'est pas une théorie du complot, ce n'est pas une rumeur d'Internet. C'est basé sur des documents officiels, déclassifiés, tamponnés top secret, qui ont dormi dans les coffres du Pentagone pendant plus de 30 ans. C'est ça qui est dingue. Quand on lit le résumé, on se dit que c'est impossible. On parle quand même de l'état-major américain qui propose d'attaquer ses propres citoyens. C'est le cœur du sujet. On est le 13 mars 1962. Remettons le contexte. La guerre froide est glaciale. Fidel Castro a pris le pouvoir à Cuba, et pour les Américains, c'est insupportable. Ils ont un pays communiste à moins de 200 km de la Floride. L'année d'avant, en 61, il y a eu le fiasco de la baie des Cochons. La CIA a essayé de renverser Castro, et ça a raté lamentablement. L'armée américaine est humiliée. Le président Kennedy est furieux, mais il est aussi très prudent. Et c'est là qu'entre en scène un certain général Lemnitzer, c'est bien ça ? Exactement. Lyman Lemnitzer, c'est le chef d'état-major des armées, le patron des patrons militaires, un dur à cuire, un vétéran qui trouve que Kennedy est beaucoup trop mou. Alors ce 13 mars 1962, il pose un mémorandum sur le bureau du secrétaire à la Défense, Robert McNamara, pour qu'il le transmette au président. Le titre du dossier est assez bureaucratique, c'est « Justification pour une intervention militaire à Cuba ». Mais le contenu, Farah, le contenu est d'un cynisme absolu. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? L'idée centrale, c'est de créer un prétexte. Lemnitzer et les chefs militaires disent noir sur blanc que puisque Cuba ne les attaque pas, il faut simuler une attaque cubaine pour justifier une invasion massive de l'île. Ils appellent ça une opération sous fausse bannière ou false flag. Et il ne manque pas d'imagination. La première proposition concerne la base de Guantanamo. Qui est une base américaine sur le sol cubain, on le rappelle ? Voilà. Le rapport suggère, je cite, « de faire sauter des munitions à l'intérieur de la base et de déclencher des incendies ». Mais ils vont plus loin. Ils proposent carrément de saboter un navire américain à l'entrée de la baie. Et là, écoute bien la froideur du texte. Ils écrivent « Nous pourrions faire sauter un navire américain sans pilote dans la baie de Guantanamo et accuser Cuba ». Ils font même référence à l'explosion du navire Maine en 1898 qui avait déclenché la guerre contre l'Espagne. Ils disent littéralement « Un incident type Maine pourrait être arrangé ». Attends, ils veulent faire sauter leur propre bateau pour dire « Regardez, les méchants cubains nous attaquent ». C'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est quand ils commencent à parler de cibles civiles. Dans le document, il y a une section sur la terreur à Miami. Le plan propose de développer une campagne de terrorisme communiste cubain dans la région de Miami et même à Washington. Une campagne de terrorisme, c'est écrit comme ça ? Oui. Il suggère de faire exploser quelques bombes au plastique dans des endroits soigneusement choisis, d'arrêter des agents cubains qui seraient en fait des faux agents complices de l'opération et de publier de faux documents qui prouveraient l'implication de Castro. L'idée, c'est de créer un climat de panique totale chez les citoyens américains pour qu'ils supplient le gouvernement d'entrer en guerre. C'est terrifiant. On parle de généraux américains qui planifient de mettre des bombes dans des villes américaines. Et attends, le pire est à venir. Le plan le plus complexe et le plus machiavélique de Northwoods concerne l'aviation civile. C'est là qu'on touche au sublime de l'horreur. Ils ont imaginé un scénario pour simuler la destruction d'un avion de ligne rempli d'étudiants en vacances. Rempli d'étudiants ? Tu es sérieux ? Très sérieux. Voici le plan détaillé dans le document. L'armée affrète un avion civil. On fait monter à bord un groupe de passagers, qui sont en fait des agents de la CIA ou des militaires sous fausse identité. L'avion décolle d'un aéroport américain sous les yeux du public. Mais une fois en l'air, au-dessus d'une zone déserte, cet avion atterrit sur une base secrète. Par exemple, la base des Glynn en Floride. Les passagers débarquent. Et l'avion ? C'est là que la magie opère. Au même moment, un deuxième avion décolle de cette base secrète. C'est un avion identique, même peinture, même immatriculation. Sauf que c'est un drone. Il est vide. Il est télécommandé. Ce drone prend la place du premier avion sur les radars et continue la route vers la Jamaïque ou le Venezuela. Et quand il passe près de Cuba, le drone émet un signal de détresse. « Mayday, Mayday, nous sommes attaqués par des chasseurs cubains ». Et boum, on fait exploser le drone en plein vol, par radio. Donc pour le monde entier, un avion civil rempli d'étudiants vient d'être abattu par Castro. Exactement. Ils avaient même prévu d'organiser de fausses funérailles pour les victimes. Tu imagines le niveau de détail ? Prévoir des cérémonies pour pleurer des gens qui n'existent pas ou qui sont cachés quelque part. Tout ça pour manipuler l'opinion publique mondiale. C'est d'une perversité technique incroyable. Ils disent dans le rapport, les listes de passagers dans les journaux américains causeront une vague d'indignation nationale. J'ai du mal à trouver les mots. On se demande comment des gens qui ont juré de protéger la Constitution peuvent écrire ça. Mais alors Thomas, pourquoi ça ne s'est pas fait ? Parce que, spoiler alerte, on n'a pas envahi Cuba en 62 sur ce prétexte. Heureusement non. Le document arrive donc sur le bureau de Kennedy.
Et il faut comprendre la position de JFK à ce moment-là. Il déteste le communisme, il veut se débarrasser de Castro, c'est certain. Mais il n'est pas prêt à sacrifier des vies américaines ou à mentir de cette ampleur pour le faire. Kennedy a une vision plus politique, moins brutale que ses généraux. Il a réagi comment quand il a lu le truc? Il a été choqué. Il a eu une réunion avec Lemnitzer quelques jours plus tard, le 16 mars. Selon les témoins, Kennedy était glacial. Il a dit clairement qu'il n'y aurait pas d'intervention militaire directe et certainement pas de fabrication de prétexte. Il a rejeté le plan Northwoods en bloc. Et pour bien montrer qu'il ne plaisantait pas, quelques mois plus tard, il a refusé de renouveler le mandat de Lemnitzer comme chef d'état-major. Il l'a viré, en gros. Oui, enfin, il l'a muté. Il l'a envoyé commander les forces de l'OTAN en Europe, ce qui est une voie de garage dorée pour l'éloigner de Washington. Mais cet épisode a cristallisé la haine entre Kennedy et le complexe militaro-industriel. Pour Lemnitzer et les faucons du Pentagone, Kennedy était un traître, un faible, quelqu'un qui n'avait pas le cran de faire ce qui était nécessaire pour gagner la guerre froide. C'est là qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à la suite. Kennedy est assassiné 1 an et demi plus tard, en novembre 63. C'est inévitable d'y penser. Attention, je ne dis pas que Lemnitzer a appuyé sur la gâchette, mais Northwoods prouve une chose capitale, l'état d'esprit des généraux à cette époque. Ils étaient prêts à tuer des innocents américains pour atteindre leurs objectifs politiques. S'ils étaient capables d'écrire ça sur papier officiel, de le proposer au président, imagine de quoi ils étaient capables dans l'ombre, s'ils pensaient que le président était un obstacle à la sécurité nationale. Ça donne une épaisseur terrifiante aux théories sur l'assassinat de JFK. Ce n'est plus juste de la paranoïa, c'est contextuel. C'est ça qui est le plus perturbant. Ce document a été gardé secret jusqu'en 1997. C'est la commission d'examen des dossiers sur l'assassinat de Kennedy qui a forcé sa déclassification. Pendant 35 ans, personne ne savait que le gouvernement avait envisagé ça. Et c'est là la leçon, Sarah. La leçon de l'opération Northwoods. Souvent, quand on parle de false flag ou d'opération sous fausse bannière, les gens lèvent les yeux au ciel en disant « Oh, arrête avec tes complots, le gouvernement ne ferait jamais ça ». Northwoods est la preuve historique irréfutable que si, ils y ont pensé. Ils l'ont écrit, ils l'ont budgétisé, ils l'ont validé au plus haut niveau militaire. La seule chose qui a empêché que ça arrive, c'est le oui ou le non d'un seul homme, le président. Ça pose une question vertigineuse sur notre confiance envers les institutions. S'ils ont proposé ça en 62, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les réunions secrètes du Pentagone ou de la NSA? C'est la question à $1 million. La technologie a changé. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de peindre un drone pour qu'il ressemble à un avion de ligne. On peut faire des deepfakes, on peut manipuler des cyberattaques, on peut créer des preuves numériques indétectables. La capacité de nuisance et de manipulation est 1000 fois supérieure à celle de 1962. Et la mentalité? Est-ce que la mentalité de la fin justifie les moyens a disparu? J'en doute. C'est effrayant, mais c'est aussi nécessaire de le savoir. Northwoods, c'est le rappel que la vigilance citoyenne n'est pas une option. Absolument. Le patriotisme, ce n'est pas de croire aveuglement ce que dit l'armée ou le gouvernement. C'est de savoir que des hommes comme Lemnitzer existent, des hommes pour qui la vie humaine n'est qu'une variable d'ajustement dans un fichier Excel stratégique, et que parfois, la réalité dépasse la fiction la plus sombre. Merci Thomas pour cette plongée en apnée dans les eaux troubles de la guerre froide. On mettra bien sûr les liens vers les documents originaux déclassifiés sur notre site pour ceux qui veulent voir de leurs propres yeux ces pages dactylographiées. Oui, allez les lire. Voir la police de caractère de l'époque, les tampons top secret barrés, c'est une expérience en soi. Ça rend la chose réelle. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre dossier. D'ici là, gardez l'esprit critique. Toujours. Salut Sarah.